Bienvenue aux rencontres de l'innovation d'Impulse Partner. Donc, pour remettre un peu de contexte pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui ne sont pas partenaires, en fait, ces rencontres, elles ont lieu dans le cadre du lab Logement Innovant qu'on anime chez Impulse Partner, donc qui est un lab qui a pour but de réunir des partenaires issus du monde du logement. Donc, vous les voyez à l'écran, ce sont des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers, des fédérations de bailleurs et puis des constructeurs. Donc on a tout un ensemble de partenaires qui sont là pour être mis en relation et fonder un peu un écosystème avec des startups et initier de l'innovation dans leurs opérations, dans leur quotidien, dans leur métier. Donc voilà, et plusieurs fois par an, on se réunit pour choisir et voter l'intégration de nouvelles startups, nouvelles solutions que nous on a identifiées et préqualifiées chez Impulse et qu'on souhaite intégrer à notre écosystème. Donc je vais faire une rapide introduction, puis je vais laisser la place à nos différents intervenants de la journée. Et un grand merci aux Assises nationales du logement, grâce auxquelles on est aujourd'hui présent. On a vu de nombreuses synergies dans nos activités et donc on a choisi de faire cet événement dans ce beau cadre pour cette session. Voilà, peut-être un petit peu de présentation sur nous. On est une équipe qui se constitue autour des enjeux du logement chez Impulse et de l'immobilier. Et notamment donc toute une équipe qui est présente aujourd'hui dans la salle. Et donc on a un petit cocktail après, on sera ravis de parler avec vous, donc qui se constitue autour du logement pour animer cet écosystème et pour suivre nos partenaires. Un petit peu d'actualité sur Impulse. En fait, on anime un écosystème du logement, mais pas que. On a d'autres écosystèmes qui ont forcément des passerelles avec le logement. On parle de construction dans certains, d'immobilier tertiaire dans d'autres, d'économie circulaire. On parle de chantier, de santé et de prévention. Donc on a vraiment un large champ d'écosystèmes et chaque écosystème référence et qualifie des startups dans son champ d'action. Et donc forcément, il y a des passerelles et puis c'est donc plus de 1000 startups qui sont aujourd'hui référencées. Et un petit point d'actualité, du coup, on voit qu'il y a des sujets qui émergent. Donc on a lancé des nouvelles plateformes en 2023, une sur les travaux publics et les infrastructures et une sur l'hydrogène. Et puis à venir également la question de l'eau, parce que c'est un sujet qu'on nous adresse beaucoup, que ce soit dans la construction, dans l'immobilier, dans l'industrie. Et donc on va lancer une plateforme qui réunit toutes ces solutions innovantes. Et forcément, ça va venir alimenter aussi tout notre travail autour du logement innovant. Donc voilà un peu pour nos activités de lab, même si évidemment on a aussi des activités d'accompagnement de nos partenaires plus stratégiques, mais ces labs c'est vraiment une base pour nous pour travailler avec des startups qui sont qualifiées et les pousser auprès de nos partenaires. Donc voilà un petit zoom sur le logement innovant. Je vous avais présenté les partenaires en introduction, donc il y a aussi tout un écosystème de startups qu'on n'a pas pu tout remettre ici, mais qui est en tout cas très vaste. Et surtout, la spécificité de cet écosystème, c'est qu'il adresse des questions assez larges. Finalement, on va traiter autant de la construction, donc une question de matériaux, de chantier, de choix de matériaux, mais aussi de rénovation. On est aussi sur des questions de gestion du patrimoine, comment on pilote son parc, qu'est-ce qu'on fait pour de la vacance. On va aussi intervenir sur les questions d'énergie, d'environnement, forcément, de chauffage, de confort d'été. On a beaucoup de sujets sur ces enjeux et donc on va nous chercher des solutions qui vont adresser ces enjeux. Et enfin, tout ce qui va être autour de la gestion locative, des services aux locataires. Ça peut être de la mobilité douce, ça peut être l'attribution des logements. On a vraiment tout un spectre d'intervention. Et puis, dernier, mais pas des moindres, tout ce qui va être autour de l'innovation sociale, de la cohésion, mieux vivre dans l'immeuble. Enfin voilà, faire du lien entre locataires, de la concertation. Donc c'est un vaste champ qu'on adresse. On va avoir une présélection aujourd'hui de nouvelles solutions qu'on a qualifiées avec l'équipe logement. Et voilà, on voulait faire une brève actualité en introduction parce que c'est un écosystème qui existe maintenant depuis 7 ans et qui continue à se développer, à connaître des startups qui continuent à grossir, qui ont intégré l'écosystème, qui sont venus pitcher, puis qui se développent, qui trouvent des partenaires. Donc on a eu quelques levées de fonds qu'on a ici répertoriées. Bon, c'est pas une liste exhaustive, mais on voit aussi que c'est des startups qui vont autant adresser les modes d'habiter que finalement le tri des déchets ménagers avec Ficha, l'autoconsommation qui est un vrai sujet avec Enogrid. Donc voilà, toute une série de levées de fonds qui montrent aussi le dynamisme de l'écosystème, sa vitalité, et donc qui continue de grandir. Parfois, certaines sont même plus des startups finalement. Et voilà d'autres startups encore d'Impulse, la plus récente Nuco a intégré récemment, qui a été rachetée, et puis toute une série de levées de fonds pour aider qui montrent aussi la vitalité.
Mais comme la vitalité ne se résume pas que à des levées de fonds, à des chiffres, on voulait donner un peu le micro à une des startups qui a intégré maintenant, il y a 3 ans, l'écosystème Impulse, et puis qui a bien accéléré, qui a aussi développé son activité, notamment auprès des bailleurs sociaux. Et donc on voulait lui donner le micro, et du coup je te laisse la parole, Thomas, pour dire un petit mot sur l'évolution de Jib Smart Home. Merci Lena, bonjour à tous, Thomas Greul, enchanté. Je suis le cofondateur de Jib. Jib, on est une entreprise qui existe depuis maintenant 5 ans. On se définit comme entreprise de l'ESS puisqu'on s'est donné une mission qui est celle de rapprocher l'univers de la technologie et celui du handicap pour favoriser une autonomie qui soit accessible à tous. Alors quand on a rejoint Impulse Partners il y a 3 ans, on était tout jeune, on avait à peine 2 ans. On était en passe de rentrer dans une période un peu compliquée pour les startups avec 2020-2021. Et surtout, on était une toute petite équipe. On était 4 à l'époque, avec beaucoup d'idées, mais peu de professionnalisation et de réalisation encore à ce moment-là. Donc l'accompagnement nous a aidé à structurer. C'est un moment où on a pu structurer notre offre. Initialement, on était du coup très centré sur un sujet qui est l'accessibilité des logements individuels, donc plutôt les maisons des particuliers en situation de handicap. On a réalisé une levée de fonds entre 2021 et 2022, donc 1,3 million de fonds levés qui nous ont permis d'évoluer, de rendre plus professionnelle notre offre et de pouvoir adresser d'une part des établissements médico-sociaux, on en a aujourd'hui équipé une vingtaine, et également depuis tout récemment de commencer à se rapprocher des bailleurs sociaux, d'où un peu ma prise de parole aujourd'hui, se rapprocher des bailleurs sociaux et des problématiques d'accessibilité que les bailleurs sociaux peuvent avoir, et plus largement même les promoteurs, notamment de résidences seniors. Pour vous donner en quelques mots ce qu'on fait, donc on a développé une solution de domotique spécifiquement pensée pour les personnes en situation de handicap moteur, donc des personnes qui sont en fauteuil roulant, et on vient du coup faire des adaptations pour permettre l'accès autant des ouvertures d'immeubles, donc la porte d'entrée de l'immeuble, que le contrôle de l'ascenseur, le contrôle de la porte d'entrée du logement, et derrière à l'intérieur du logement, le contrôle sur les lumières, la télévision et les volets, avec une adaptation spécifique au cas du handicap moteur, puisque on ne peut pas apporter une solution domotique classique à une personne qui a des difficultés d'interaction au quotidien, puisque quand on parle de handicap moteur, on est tous au courant que ça implique les membres inférieurs, mais moins au courant que ça implique énormément les membres supérieurs, et donc une application classique n'est pas adaptée. Et donc vous pourrez aller voir plus en détail et sur le site jib-home.com et sur notre stand qui est là-bas dans le couloir qui va vers la gauche pour avoir plus de détails. Mais globalement, voilà, c'est l'enjeu de répondre aux obligations, à certaines obligations d'accessibilité qu'ont les bailleurs, notamment sur les ouvrants en bas d'immeuble, mais également répondre à ces demandes de locataires, voire répondre aux enjeux d'attractivité de vos logements. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on aille plus dans les détails, puisque si je me lance, je vais partir pour 30 minutes. Mais voilà, sujet hyper intéressant, et on a plein de choses à faire, je pense, avec le monde des bailleurs sociaux et les promoteurs. Donc voilà, à très vite. Merci. Merci beaucoup Thomas pour cette introduction. C'est vrai que c'est important pour nous de montrer aussi qu'il y a des startups qui continuent de grossir, et puis on va vous accueillir sur le congrès HLM très probablement. Donc c'est aussi le moyen de découvrir des nouveaux prospects, de comprendre aussi un peu plus le marché. Donc on va pouvoir passer aussi à notre session d'aujourd'hui. On a 4 thèmes que l'on va aborder. Donc on a choisi de ne pas thématiser forcément sur une verticale, mais plutôt d'aborder un ensemble de sujets qui nous paraissent importants, donc des sujets de construction, des sujets d'énergie verte, donc d'estimer le potentiel des gisements solaires sur un bâtiment, des sujets de gestion locative et de vivre ensemble. Donc ça reprend un peu les thématiques qu'on vous a présentées, et vous allez voir que les solutions qu'on a présélectionnées nous semblent bien adresser ces enjeux. Donc voilà les 4 startups qui vont présenter leur projet aujourd'hui. SIM, UrbanSync qui va présenter un dispositif Athenergy, Need Solutions et les biens en commun. Donc voilà, je vais laisser la parole à chacune d'entre elles au fur et à mesure. Et du coup, un petit rappel avant
avant le début, c'est qu'on a un format assez timé pour permettre une session dynamique avec 7 minutes de pitch, 5 minutes d'échange, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis aussi un système d'évaluation que du coup, on a des personnes dans la salle qui ne sont pas partenaires, qui ne connaissent pas forcément. Je vais vous expliquer rapidement. En fait, l'idée dans nos comités de sélection, c'est d'intégrer des startups qui ont un retour positif de vous, experts du marché, qui pouvez les déployer au quotidien. Et du coup, d'avoir aussi votre retour, quel est votre ressentiment sur la maturité, sur la façon dont ça adresse vos enjeux, et puis d'avoir aussi des suggestions, des feedbacks finalement qu'on peut nous aussi transmettre aux startups qui viennent pitcher. Et si le retour est positif, nous, ça nous permet aussi d'intégrer ces solutions et de savoir qu'elles ont été qualifiées par un public d'experts. Donc vous avez sur les sièges des programmes, vous pouvez scanner le QR code. Et puis après, tout au long de la session, vous allez voir, la page reste ouverte, vous pouvez évaluer les startups. C'est très rapide, mais ça permet, nous, d'avoir un retour. Et aussi, n'hésitez pas, si vous voulez demander une mise en relation, si vous avez des commentaires, le questionnaire est aussi fait pour ça. Donc je vous invite à le scanner ou à saisir le lien. Mais voilà, vous êtes tous très légitimes pour nous faire vos retours, parce que nous, on les a sélectionnés, on s'est entretenus, mais on est aussi preneurs de vos retours. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Pierre Ajage de SIM pour venir nous présenter la solution. Alors, bonjour à tous et merci à Impulse Partners de nous avoir invités à parler de notre société aujourd'hui. Donc, je représente aujourd'hui SIM en tant qu'associé cofondateur. Donc SIM, c'est une aventure qui a commencé en 2020 sur un constat, à savoir que le BTP n'était pas au mieux. Alors à lire la presse ces derniers temps et puis à entendre les intervenants aujourd'hui, je ne suis pas certain que c'est évolué dans le bon sens, en tout cas pas à tous les niveaux depuis. En 2020, avec mes 4 associés, on s'est réunis avec un souhait, construire des bâtiments plus performants. Donc on réunissait un certain nombre de compétences. On avait dans l'équipe, on a dans l'équipe une architecte, un constructeur spécialisé dans le bois, un addict de l'entrepreneuriat, une responsable de la com et de la direction artistique, et puis moi-même, le plus fun, le DAF. Donc on avait pas mal de temps en 2020, comme pas mal d'entre vous, j'imagine, avec le confinement, et on s'est demandé comment mieux construire. On a fait des recherches et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de problématiques dans le bâtiment. Alors de manière non exhaustive, le BTP aujourd'hui en France, c'est 3/4 des déchets produits annuellement. C'est des délais de construction qui s'allongent à cause notamment des aléas liés aux intempéries, aux dérèglements climatiques. C'est des problématiques de recrutement de personnel qualifié puisque le métier est pénible. Donc c'est des recrutements de plus en plus difficiles, donc de plus en plus d'erreurs aussi de chantiers qui sont commises. C'est un amour incroyable pour le béton dans un monde où on a de moins en moins d'eau et de moins en moins de sable de construction et où l'énergie dont le béton est gourmand devient de plus en plus chère. Et puis enfin, notamment, c'est un contexte réglementaire qui se complexifie grandement ces derniers temps. Donc partant de là, on s'est demandé comment faire mieux avec une ambition, construire mieux, plus vite et construire moins cher. Alors assez vite, le hors-site s'est imposé comme une solution, une partie de la solution en tout cas à nos questions. Le hors-site, c'est un inconvénient majeur au départ, c'est que ça implique une conception extrêmement fine des bâtiments. Donc concrètement, ça implique de réunir tous les acteurs d'un projet autour de la table avant même le dépôt des permis de construire. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail, et c'est un travail qui est facilité aujourd'hui, notamment avec les moyens numériques et les maquettes numériques des bâtiments qui permettent de concevoir dans le moindre détail les bâtiments, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail de conception, on construit mieux puisque tout est prévu avec moins d'erreurs de chantier. On construit plus vite. En moyenne, un chantier modulaire, c'est 2 fois plus rapide qu'un chantier traditionnel. Et on construit moins cher parce qu'on construit mieux, donc avec moins d'erreurs, et parce qu'on construit plus vite, donc avec des taux d'intérêt qu'on paye moins longtemps, notamment sur les intérêts intercalaires. Le hors-site, c'est également des déchets qui sont fortement réduits, avec un recyclage facilité.
Il est plus simple de recycler dans un atelier que sur un chantier et de faire un tri des déchets dans un atelier. C'est un recrutement de personnel qualifié qui est plus facile également, puisque la plupart des employés préfèrent le toit d'un atelier à la pluie d'un chantier. Et puis enfin, c'est des nuisances moindres pour l'environnement immédiat des chantiers. Donc ça, c'est un problème pour tous les constructeurs, hein. Nous, un chantier en moyenne sur site, c'est forcément inférieur à 2 mois. Donc la construction hors site, même si ce n'est pas assez développé en France, on n'est pas les seuls à y avoir pensé, hein. C'est un domaine qui accélère fortement en ce moment. Mais pour nous, construire mieux, c'était également construire en privilégiant le biosourcé et au maximum les circuits courts d'approvisionnement. Donc on s'est installé dans l'Allier, comme vous le voyez sur la carte. Alors parce qu'on aime le bocage, hein, mais aussi parce qu'on est à proximité des forêts du Morvan et d'Auvergne, donc de notre principale ressource, le bois, qui constitue les ossatures de nos constructions et puis l'isolant principal de nos constructions. Construire en bois, soit. Construire en biosourcé, si c'est plus cher au début, c'est par contre plus efficace et plus confortable sur la durée. Et là, on rejoint la problématique non seulement de la construction, mais également de l'utilisation des bâtiments. Pour nous, chez SIM, construire mieux, c'est construire des bâtiments sobres et plus fiables pendant la phase d'exploitation des bâtiments. Donc c'est un coût qui est lissé dans le temps avec moins de dépenses d'entretien notamment sur la durée. Alors sur la construction biosourcée en modulaire bois, on est déjà beaucoup moins nombreux en France. Et la plupart de nos collègues ont fait le choix de s'installer dans des grandes infrastructures dans les principales métropoles françaises. Nous, on développe un modèle alternatif. Donc on a fait le choix de petites structures. On a un petit atelier qu'on essaye de faire le plus agile possible pour répondre pas tellement aux grands programmes immobiliers, mais plutôt à tous les autres programmes petits à moyens qui ne sont pas aujourd'hui pris en charge par nos collègues de la construction modulaire. Alors c'est par exemple un immeuble de 2 étages, enfin de 3 niveaux dans une petite ville moyenne, c'est des logements locatifs seniors pour une mairie, c'est des bâtiments d'exploitation sur un site industriel, une agence bancaire dans une zone commerciale, des logements saisonniers en format tiny house pour un bailleur social ou bien encore de l'extension sur élévation de bâtiments existants. Donc je donne ces exemples puisque c'est les projets que pour l'instant on a réalisés chez SIM. Donc c'est des projets de taille moyenne qui sont déjà nombreux aujourd'hui et qui tendent, à mon sens, qui vont devenir de plus en plus nombreux à l'avenir avec les problématiques de densification urbaine et les problématiques d'accès au logement notamment. Donc en 2 ans, à Bourbon-l'Archambault, petite ville de 2000 habitants de l'Allier, on a construit 1000 m² d'ateliers. On a recruté sans difficulté une quinzaine d'employés et on a réalisé environ 1000 m² de bâtiments, dont la moitié sur les 6 derniers mois. Ça démontre, à mon sens, qu'il est possible de faire du hors-site biosourcé au plus proche de la ressource et que la réindustrialisation des campagnes a de l'avenir. En tout cas, on y travaille. Merci à vous. Merci. Oui, un petit moment pour les questions. Je crois que vous aviez une dernière diapo. Voilà, il faut illustrer. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour SIM, il y a des micros dans la salle donc, qui peuvent circuler. Donc je vous invite à prendre la parole. On a un petit moment pour approfondir certains points, si vous le souhaitez, ou si tout était très clair. N'hésitez pas. C'est toujours la première question la plus difficile à poser. Non, c'est bon, c'est la partie facile pour moi maintenant. Bah, écoutez, dans tous les cas, il y a un petit moment après de cocktail, donc on peut aussi continuer les échanges à ce moment-là s'il n'y a pas plus d'interrogations, mais n'hésitez pas, c'est aussi pour ça qu'on est en présentiel. Mais en tout cas, merci beaucoup Pierre pour la présentation. Donc voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, n'hésitez pas, il y a un questionnaire que nous on a créé pour pouvoir avoir vos retours sur les startups. Donc n'hésitez pas à vous en saisir et il est sur les programmes qui vont être distribués et ça nous permet d'avoir vos retours.
Donc sans plus attendre, je vous invite la seconde intervenante à nous rejoindre, Gwenaëlle, qui va nous présenter Urban Sync sur un tout autre sujet. Mais je vous laisse la main. C'est ici. Ok, bonjour à tous. Ravie d'être là. Merci de cette invitation. En tout cas, je suis très contente de venir vous parler de notre aventure. Je m'appelle Gwenaëlle Carfantan, je suis la dirigeante et fondatrice d'Urban Sync Platform. Et en fait, après 5 ans de R&D, on s'est lancé il y a 2 ans à la sortie du Covid. Et donc, aujourd'hui, nous sommes 10 personnes. Nous sommes sur un format entreprise à impact. C'est notre raison d'être et notre mission, c'est d'aider à décarboner massivement tout ce qui est en lien avec l'aménagement du territoire et tout ce qui est aussi en lien avec le logement. C'est pour ça que je suis devant vous cet après-midi. Donc, nous avons, pour vous donner des chiffres, on va dire un objectif qui est de décarboner 1,5 million de tonnes de CO2 d'ici 5 ans. 1,5 million de CO2, c'est l'équivalent de ce que représentent les transports de Paris en un an. Donc c'est un objectif ambitieux, mais qui est tout à fait gérable grâce à votre présence et votre envie aussi finalement de vous lancer dans la décarbonation. Donc comment on y arrive? Eh bien en utilisant une plateforme numérique qui s'appelle Urban Sync Platform et qui a plusieurs outils pour décarboner. Celui dont je vais vous parler, c'est celui qui s'occupe précisément de la partie énergétique. Et ça consiste à être un tiers de confiance en fait pour réussir les investissements dans le solaire à travers votre patrimoine bâti, mais c'est aussi le patrimoine non bâti, c'est-à-dire finalement les parkings. Et en cela, finalement, la réglementation qui est parue au mois de janvier de cette année vous incite à le faire. Donc en fait, maintenant, vous avez le go réglementaire. Donc, nous avons une équipe, comme je vous disais, d'une dizaine de personnes et nous nous appuyons en fait sur 2 applications, SyncCity et AT-Energy. Donc, peut-être dans vos questions, vous pourrez me questionner. Peut-être certains d'entre vous, vous connaissez la Convention des entreprises pour le climat, dont nous faisons partie. Et nous avons été également labellisés par la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard. Donc on fait partie des 1000 solutions internationales pour décarboner grâce au solaire. Nous faisons aussi partie de l'écosystème du CEREMA et bien d'autres écosystèmes. Donc je vais attaquer directement finalement le pourquoi, à quoi ça sert finalement de s'intéresser à ce sujet de la décarbonation par le solaire. Eh bien tout simplement c'est que le prix de l'énergie a beaucoup augmenté comme vous le savez. Et en fait ce dont on est sûr c'est qu'il ne reviendra pas au prix antérieur à la crise énergétique liée à la guerre de l'Ukraine. Et donc du coup en fait on fait comment ? Aujourd'hui, on constate qu'il y a peu de gens qui savent par où démarrer, surtout lorsqu'il y a des grands parcs immobiliers. Et il y a aussi une autre difficulté qui apparaît, c'est que l'énergie disponible localement, aujourd'hui, elle peut être constituée, elle est pas chère en boucle locale, mais aujourd'hui, ça n'est pas très connu. Et pourtant, c'est hyper rentable. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous dévoiler dans ce pitch. Donc pour y arriver, en fait, il faut, comme on dit, construire un raisonnement qui part en fait sur une lecture de faisabilité technique et financière qui vous permette du coup d'avoir cette confiance dans votre choix et dans votre décision. Donc on est avant tout un outil d'aide à la décision qui facilite et qui accélère en fait la prise de décision parce que du coup tout devient simple. Alors comment ça devient simple ? Eh bien, on a concocté 25 indicateurs pour vous aider justement à comprendre vite et bien. Donc, on a des indicateurs techniques qui donnent la sécurité. On a des indicateurs économiques qui donnent aussi à voir sur 20 ans ou 25 ans, donc il n'y a pas de surprise. Et vous avez des indicateurs écologiques parce qu'en même temps, non seulement vous faites de vos bâtiments une source de revenus, mais en plus vous décarbonez. Et le temps de réponse d'une décarbonation par le solaire, entre le moment où vous prenez le temps de réfléchir et le moment où vous raccordez, il va se passer à peu près 18 mois. Donc ce qui est très court à l'heure actuelle. Ça se
rajoute en fait à l'intérêt de décarboner aussi par la réhabilitation des bâtiments qui, elle, prend à peu près le double, à peu près 3 ans entre le moment où vous prenez la décision et le moment où vous avez vos premières économies. Donc ça accélère 2 fois plus vite qu'en réa. Ce qui veut dire qu'il faut quand même agir sur les deux en fait. Donc c'est une application en ligne qui vous permet en fait d'avoir la France entière accessible. Si vous avez un grand parc immobilier où on peut jusqu'à simuler 1000 sites, donc il n'y a pas de limite en fait. Et l'avantage, c'est qu'on est connecté à toutes les données des consommations des bâtiments à travers les compteurs Linky, les compteurs communicants. Donc on a un partenariat privilégié avec Enedis. Et donc c'est RGPD conforme bien entendu, donc pas de souci de ce côté-là. Et ça vous permet de simuler en fait sur du bâti existant, mais ça permet aussi de simuler du bâti à venir en projet. Et ça permet aussi de simuler des parkings, alors évidemment qui ne sont pas couverts, mais avec une fonction dessin, on peut simuler en fait que le parking deviendrait couvert demain. Donc voilà, on a ce partenariat avec Enedis et on peut également simuler le raccordement qui est un outil aussi précieux parce qu'aujourd'hui Enedis a un temps de réponse relativement long sur les calculs de raccordement. Pour ceux qui se sont un peu intéressés au sujet, c'est à plus de 6 mois et nous c'est 5 minutes. Donc du coup on a un adressage qui arrive sur la plateforme, vous rentrez votre adresse et automatiquement vous avez en fait... c'est un jumeau numérique qui apparaît, hein, c'est comme votre GPS dans la voiture. Et donc, vous localisez en fait immédiatement votre bâtiment. Donc là, c'est un bailleur social, par exemple. Et ça sort automatiquement avec l'adressage et le PDL, hein, le point de livraison du compteur Linky. Et donc, on a immédiatement, du coup, le profil du bâtiment. Alors on appelle un profil de bâtiment, si vous êtes en profil consommateur ou producteur, vous allez vite comprendre, à l'échelle d'un îlot urbain, si je simule tous les bâtiments qui sont là, je vais sans doute déceler plusieurs types de bâtiments, des bâtiments producteurs et des bâtiments consommateurs. L'intérêt est de pouvoir les mutualiser et de compenser en fait les consommations par rapport à ceux qui peuvent produire plus. Si j'utilise ici ce parking, possiblement, je peux le tester et j'aurai forcément un producteur puisqu'un parking ne consomme pas, ne fait que produire. Donc vous voyez tout de suite le modèle financier va du coup se créer naturellement et l'intérêt c'est de pouvoir finalement simuler plusieurs bâtiments et les additionner. Et c'est ce qu'on appelle une autoconsommation collective. C'est un terme peut-être que vous connaissez. Et ceci, quand c'est en bâtiment solo, c'est une autoconsommation individuelle. Donc en fait, on jongle avec l'application et on passe de l'un à l'autre et on trouve quel est le scénario financier qui est le plus efficace et celui qui décarbone le plus vite. Donc vous avez le choix évidemment, soit vous êtes en solution de surplus, c'est-à-dire que vous allez du coup remettre tout sur le réseau et là vous êtes simplement dans un achat-revente en fait sur le réseau, ou alors vous pouvez faire du transfert, hein, donc sur des bornes IRVE par exemple, ou vous pouvez mutualiser par exemple sur un EHPAD, sur un collège, enfin voilà. J'ai un cas juste après là pour vous montrer, deux cas d'espèces. Ici un bailleur social qui va mutualiser à l'échelle d'un îlot urbain, hop là, pardon, qui va, alors le pointeur est là ? Non, il n'y a pas de pointeur, pardon. Excusez-moi. Du coup, ici, je m'approche. L'enjeu est de voir si on peut mutualiser à l'échelle de cet îlot. Et ici, vous voyez une entrée de ville. C'est pareil, on va essayer de mutualiser au maximum les usages. Donc, c'est très intéressant. Ça se déploie, c'est hyper démocratique. On n'a pas de petite ville ou de grande ville qui puisse ne pas le faire ou plus le faire. Tout le monde a besoin de passer à cette étape. Donc, ça peut mixer aussi du public et du privé. Ça passe par un véhicule juridique qu'on appelle une PMO. Alors, c'est peut-être un nom un peu barbare, mais ça veut dire personne morale organisatrice. Retenez que c'est la SCI de l'immobilier et du partage de l'énergie. Quand vous aurez ça en tête, que la SCI de l'énergie, ça existe et qu'aujourd'hui, c'est possible et que Enedis promeut évidemment ce genre de convention, il n'y a plus d'obstacle en fait à y aller. Donc, ça sort évidemment des résultats qui sont probants.
hein. Aujourd'hui, nous travaillons aussi bien avec des banques, parce que des banques, aujourd'hui, elles sont là pour financer ce genre d'investissement local et de forme d'autonomie énergétique. Ce qui les intéresse, les banques, c'est qu'en fait, ça décarbone. En fait, demain, ils vont financer surtout les projets qui vont décarboner, puisque eux-mêmes sont notés sur la part de décarbonation que permet le fait de vous prêter de l'argent. C'est-à-dire que pour eux, ils auront accès à de l'argent moins cher parce que ça décarbone. Donc vous aurez des prêts à taux bonifiés. Je vous fais un petit résumé, mais c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, il y a des entreprises bancaires qui sont aussi des entreprises à mission, des entreprises à impact qui vont dans ce sens-là. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre attention et puis je suis aussi disponible pour vos questions. Merci beaucoup pour cette intervention très claire. S'il y a des questions, on a 1 ou 2 minutes, donc n'hésitez pas à vous manifester pour prendre la parole. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Marine Amanzo de NCI, donc, je travaille dans un fonds d'investissement dédié à la ville de demain, aux startups de la ville de demain, avec un objectif de décarbonation. Ma question est au niveau de l'outil. Vous avez parlé de 25 indicateurs qui vous permettent de faire une étude, une estimation de la renta et de la faisabilité des projets. À quel point l'outil est automatisé? Est-ce que vous vous rapprochez plus d'une plateforme vraiment où la personne pourrait se débrouiller toute seule, ou plutôt d'un bureau d'études où là il y a vraiment des consultants derrière qui viennent apporter la réponse? Alors oui, merci pour cette très bonne question. Effectivement, on a 2 formules. On a la formule abonnement que nous appelons expert. C'est-à-dire qu'en fait, le client se considère compétent pour manipuler lui-même et faire ses propres simulations. Évidemment, on va le former, on va lui donner ce qu'il faut pour qu'il se débrouille tout seul. Et il a un nombre de bâtiments en crédit à l'année. Et il y a une deuxième formule où là, on accompagne en fait la réflexion stratégique du déploiement énergétique, du mix énergétique, parce que c'est un mix énergétique, il faut bien comprendre ça comme ça. Et donc là, effectivement, ce sont nos équipes qui vont faire les simulations pour vous et avec vous. Pour autant, vous avez toujours accès à la plateforme, évidemment, c'est-à-dire que vous avez accès à vos résultats, c'est-à-dire ce que je montre là, et celui-ci, par exemple. Vous voyez là, on a l'évaluation économique qui est immédiate. Donc quand vous avez, donc là on a simulé une PMO, il y a 4 bâtiments, donc vous avez accès aux résultats, c'est enregistré, les rapports sont préédités et vous n'avez plus qu'à les consulter en PDF en fait, tout simplement. Donc les 2 formules fonctionnent, ce sont des abonnements à des prix différents, c'est tout. Ok, merci. En fait, ma question était relativement similaire, de savoir si, au-delà de l'estimation du potentiel, vous alliez jusqu'à l'aide à la décision. Oui. Du coup, je vais en poser une deuxième, qui est quels sont vos principaux clients? Parce que du coup, vous avez parlé des bailleurs, des promoteurs, des projets neufs, de la réhabilitation. Pourquoi pas des collectivités? C'est le cas aussi. Tout à fait, on travaille aussi pour des agglomérations. Oui, tout à fait. En fait, on travaille finalement pour tous ceux qui sont propriétaires de biens immobiliers, enfin ce qu'on appelle du patrimoine bâti et non bâti. Donc ça va aussi sur l'espace public. Donc vous avez raison, les collectivités sont les premières en ligne parce qu'elles ont beaucoup de parkings. Elles ont un potentiel de décarbonation massif qu'elles n'ont pour l'instant pas encore ni identifié ni calibré financièrement, mais elles ont des pépites dans les mains. Et en fait, l'astuce aussi pour les EPCI, pour les établissements, on va dire publics, intercommunaux et communaux, c'est que en actionnant le principe de l'autoconsommation individuelle ou collective, elles vont générer un revenu sur un budget normalement qui est en dépense. Parce que vous savez qu'ils ont des budgets d'investissement et de fonctionnement. Et là, ça apporte du crédit dans les budgets de fonctionnement qui normalement ne sont que des dépenses. Et là, du coup, ils vont se retrouver en positif. Donc, du coup, ça va avoir un effet extrêmement vertueux aussi pour elles. En fait, pour tout le monde, il n'y a pas de perdant dans l'histoire, c'est gagnant sur toute la ligne. Et par exemple, pour vous montrer ce petit exemple-là,
Ici, on a un complexe sportif, on a un pôle tertiaire, un pôle logistique. Ici, on a un garagiste. Et ici, on a un supermarché. Enfin, vous voyez, et on a un EHPAD et un collège qui est juste derrière. On n'a pas assez de place pour mettre tout le monde. Il faut travailler dans un périmètre de 2 km. Sauf si vous êtes en zone rurale, et là, vous pouvez étendre à 20 km, voire même demander des dérogations. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vraiment, il y a 0 obstacle aujourd'hui. Il faut y aller, en fait. Merci. On a une toute dernière question. Bonjour. Le business model, en fait, est-ce que comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une plateforme en ligne, SaaS ou ça. est-ce que vous avez des coûts différents entre juste l'état des lieux et la phase après conseil, ou comment ça se passe? Alors, effectivement, souvent, alors pour répondre à la première question, oui, c'est un modèle en SaaS, on est sous forme d'abonnement. On a ces 2 modèles d'abonnement, soit expert, c'est-à-dire vous vous débrouillez tout seul et on vous aide au départ, ou alors on vous accompagne effectivement dans la stratégie et dans le vécu, en fait, parce que parfois, l'aide à la décision, ça se mature quand même. Et lorsqu'on a un grand nombre de bâtiments, en fait, au départ, c'est vrai qu'on ne sait pas trop par où démarrer. Donc, le but, c'est déjà de faire le potentiel solaire et ensuite, on se connecte au PDL. Donc, il y a quand même un itinéraire où on vous guide. Hein, vous n'êtes pas tout seul. Donc, on vous accompagne pas à pas pour que ça se passe bien. Et sur les activités de PMO, enfin liées au véhicule juridique de la PMO, si vous voulez aller jusque-là, effectivement, on travaille avec des juristes, des avocats qui sont capables en fait, de vous monter les statuts et de vous préparer à cette nouvelle vie avec les PMO. Hein, mais c'est vrai que c'est très intéressant d'aller jusque-là. Donc on vous emmène en fait jusqu'à la démarche où vous allez donc peut-être lancer soit une consultation pour recruter, pour on va dire choisir ce qu'on appelle un intégrateur. Donc l'intégrateur, il va du coup intégrer la maîtrise d'œuvre. Donc nous, on s'arrête juste avant en fait. L'intégrateur, il fait la maîtrise d'œuvre, il commande, enfin c'est lui qui achète. Il pose, il raccorde. Certains exploitent. Donc, vous êtes dans des formats aussi où vous pouvez aller jusqu'au tiers investisseur. Donc, il y a plein de formules en fait possibles et qui s'adaptent à votre format et à vos besoins aussi. Donc là, on vous accompagne également dans cette réflexion. On a un cas comme ça en Normandie où il y a on va faire donc 2 projets de 3 mégawatts, hein, parce que le seuil par PMO, c'est 3 mégawatts. Mais il y a de quoi faire déjà avec 3 mégawatts. Et donc, du coup, on vous accompagne jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je suis désolée, on va devoir enchaîner sur la prochaine intervenante, mais merci pour ces explications. Oui, il y avait vos coordonnées, et puis on les enverra aussi à tous nos partenaires, donc n'hésitez pas. Je me permets de passer la parole assez vite à la prochaine solution pour qu'on tienne le timing, mais n'hésitez pas à continuer à voter sur le lien. On accueille Need Solutions avec Chloé et Joséphine pour nous présenter la solution. Oui, vous avez... Ouais, ici. Voilà, je vous laisse le micro. C'est ici, ouais. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Chloé Joséphine, responsable transformation et innovation chez Need Solutions. Et je suis ravie d'avoir l'occasion de vous parler de Symbiose aujourd'hui. Et donc, j'en profite pour remercier chaleureusement Impulse Partner pour l'invitation. Symbiose. Donc, l'idée, c'est l'ambition de Symbiose, c'est de pouvoir apporter une nouvelle vision du peuplement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette nouvelle vision du peuplement? C'est permettre aux bailleurs sociaux de reprendre la main sur le peuplement et transformer leur peuplement subi en peuplement choisi. Vous l'avez compris, je ne ferai pas un grand scoop, nos solutions, elles sont exclusivement dédiées aux bailleurs sociaux. Symbiose a été spécialement conçue pour simplifier l'action quotidienne des équipes terrain, mais aussi le pilotage des décideurs métiers, et leur permettre de faire face, de répondre à la complexité du peuplement. La complexité du peuplement, elle vient d'où? Elle vient d'une part du fait que le logement social est un secteur très réglementé en France. Il y a de nombreuses lois, les bailleurs sociaux doivent satisfaire un certain nombre de critères de peuplement, d'objectifs de peuplement réglementaires, notamment la loi Elan, la LEC, DALO. La deuxième chose, c'est qu'on assiste à une segmentation de l'offre, c'est-à-dire qu'il y a différentes typologies de logements
liées au plafond de ressources, au type de financement, aux caractéristiques même du logement, par exemple avec l'accès PMR. Et il y a aussi différentes catégories et filières de demandeurs. Est-ce qu'ils sont fonctionnaires? Est-ce qu'ils font partie des premiers quartiles? Est-ce que ce sont des publics prioritaires, etc. Et l'objectif étant de faire converger les deux. Et puis pour finir, les bailleurs sociaux, ils doivent respecter un certain nombre d'engagements, et notamment les engagements avec leurs réservataires. Engagements qu'il faudra suivre d'encore plus près avec le passage à la gestion en flux programmé par la loi 3DS pour cette fin d'année, qui je pense constitue l'une de leurs actualités. Et dans tout ça, Symbiose, il va, vous l'avez compris, permettre aux bailleurs sociaux de réussir leur mission sociale, satisfaire leurs obligations réglementaires sans compromettre leur objectif économique. Comment? Il va prendre en charge en fait l'ensemble du parcours d'attribution du congé, donc à partir du moment où le logement devient vacant, en passant par l'orientation du logement vers le bon réservataire, l'instruction et la désignation des candidats, bien sûr la gestion de la Caléole, pour arriver jusqu'à la fin du parcours qui constitue l'attribution. Le squelette, la force, vraiment la valeur ajoutée de Symbiose aujourd'hui, elle réside dans son approche innovante de l'appariement. Comme vous le savez, l'appariement se distingue de rapprochement offre-demande. Dans le rapprochement, on va devoir faire des requêtes, des recherches pour retrouver les candidats compatibles. Symbiose, là, il y trouve automatiquement la liste des demandeurs compatibles avec le logement vacant en intégrant la politique de peuplement du bailleur et les contraintes réglementaires. Ça permet donc de peupler vite pour réduire la vacance, mais aussi de peupler mieux pour assurer la qualité du peuplement. Et puis Symbiose, il suit aussi les évolutions réglementaires. Je vous en avais parlé en début de présentation. Et donc, il va permettre aux clients utilisateurs de faciliter et de réussir leur passage à la gestion en flux en assurant l'orientation, c'est-à-dire le choix du réservataire en fonction des objectifs fixés lors des conventions de réservation et en assurant le reporting, c'est-à-dire le suivi du flux, les taux de désignation et d'attribution sur l'année. Mais finalement, les résultats de Symbiose, c'est encore nos clients qui en parlent le mieux. Le logement familial de l'Eure a constaté une baisse de 53% de leur taux de vacances, en passant d'un taux de vacances de 4% en 2019 à un taux de vacances de 1,9% en 2022. De leur côté, 3F Normandie constate 2 jours gagnés par ETP et par semaine, avec Symbiose qui les accompagne quotidiennement afin de peupler mieux et de peupler plus. Et pour finir, Monlogis, eux, constatent une baisse de leur taux d'impayé sur les locataires en rang de moins d'1 an. Il était à 20% en début 2021 et il termine l'année à 15%. Globalement, c'est moins 25% d'impayés en 2 ans. Et nos clients, justement, donc ils sont constitués d'une vingtaine de bailleurs sociaux sur tout le territoire français, certains en zone tendue, certains en zone détendue, ce qui montre que Symbiose permet d'adresser l'ensemble des problématiques, les objectifs et l'équilibre de peuplement, mais aussi la réduction de la vacance. Et nous sommes actuellement en cours de déploiement d'une dizaine de filiales de 3F, ce qui va permettre d'augmenter le nombre de logements gérés par Symbiose de plus de 170 000, avec notamment le déploiement de la filiale Île-de-France, bien sûr, mais aussi du Nord, du Sud et de la filiale Rhône-Alpes. Et puis on ne compte pas s'arrêter là. Notre objectif, c'est vraiment de prendre en charge l'ensemble de la chaîne de valeur du bailleur social. On a posé une première brique avec Symbiose Peuplement, qui permet d'adresser le peuplement à court terme, dans le cadre de la rotation locative. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer Symbiose prospection assistée, en allant plus loin dans la qualification des demandes, en automatisant les interactions avec les demandeurs. Mais on s'intéresse aussi au peuplement à long terme, parce qu'on garde en tête que plus de 80% des demandes de logement social ne sont pas servies. Et en analysant toute cette demande et toutes ces données, on pourrait permettre de développer une offre de logement qui retrouve directement sa clientèle dès la mise en service. Symbiose, c'est aussi une équipe du coup à taille humaine, basée à Paris, qui est engagée quotidiennement dans l'accompagnement de ses clients. Et aujourd'hui, c'était juste un pitch pour vous présenter la solution, mais si vous voulez aller plus loin, on vous invite à réserver une démonstration en scannant le QR code qui est à l'écran. Et pour le reste, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. On voit que le groupe Action Logement est bien représenté chez vous. Très léger. Je vais laisser un peu de temps pour les questions. S'il y en a dans l'audience, n'hésitez pas à vous manifester. C'est que c'était très clair.
Est-ce que vous pourriez nous donner du coup quelques éléments sur votre modèle économique pour le déploiement de la solution? Oui, alors c'est donc un modèle en SaaS aussi avec abonnement qui est lié au nombre de logements, avec après des coûts forfaitaires de mise en service, ouais, essentiellement. Une autre question? Pareil, dans tous les cas, vous avez les coordonnées, on va vous les envoyer aussi, donc si vous voulez prendre contact ou si vous n'avez pas le temps de scanner le QR code, n'hésitez pas. Et merci encore pour la présentation. Alors. Voilà, un dernier appel, n'hésitez pas à continuer de donner vos retours sur les solutions. On a déjà vu 3 enjeux très différents, on a une dernière solution aujourd'hui qui va venir se présenter et sur encore une autre problématique qu'on peut rencontrer dans l'univers du logement. Il s'agit des biens en commun. Donc j'invite Yann Lemoine à venir présenter sa solution. Voilà. Bonjour tout le monde, Yann Lemoine, je suis fondateur des biens en commun. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et l'objectif c'est de faire le Vélib des équipements du quotidien. On a en effet tous équipé tout un tas de trucs dont on se sert peu. L'aspirateur, qui est vendu toutes les 10 secondes en France, on va s'en servir une fois par semaine. La perceuse, c'est utilisé 12 minutes en moyenne tout au long de sa vie. Ça contribue à rendre nos modes de vie absolument non durables. On jette entre 16 et 20 kg d'équipements électriques et électroniques par an. Et si tout le monde vivait comme un Français moyen, on aurait besoin de 3 planètes. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité qui était de début mai, qu'on a dépassé la capacité de la planète à satisfaire nos besoins. Donc c'est pas durable. De l'autre côté, finalement, même pour les individus, c'est un budget, ça prend de la place dans des espaces de plus en plus petits et de plus en plus chers, et c'est des équipements dont on se sert très peu. Donc partager, ça ferait clairement sens, mais force est de constater que le partage entre voisins ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas alors qu'il y a des applis? Pourquoi la location chez Kiloutou ou Leroy Merlin Boulanger ne marche pas? C'est parce que c'est contraignant. Et on est tous à rechercher la facilité. C'est normal quand on aura changé de monde, qu'on aura du temps, qu'on aura remis le partage, les communs au goût du jour. Peut-être qu'on peut espérer que les gens partageront, mais aujourd'hui, il ne faut pas être trop idéaliste. Il faut être un petit peu cynique ou réaliste, j'en sais rien. En tout cas, si on veut embarquer les gens, une majorité, vers le partage plutôt que l'achat, et c'est bien de ça dont il s'agit pour faire une transition écologique, c'est pas embarquer 0,01% d'écolo bobos, un peu comme moi, et j'ai acheté mon aspirateur, il faut des alternatives désirables au mode de vie. Et voilà où on intervient, en fait, finalement, c'est rien de très innovant. C'est répliquer ce qui a marché pour les vélos en libre-service au début des années 2000. C'est-à-dire qu'on installe des casiers connectés dans les lieux de vie, résidences, mais aussi entreprises, centres commerciaux, bâtiments publics. On y met à disposition du matériel, donc c'est nous qui achetons auprès de nos partenaires du matériel éco-conçu, robuste, réparable. Et les habitants, les salariés, les habitants du quartier ont une application qui leur permet de réserver pour 1 heure, pour 3 jours, aujourd'hui ou dans 3 mois, leur aspirateur, leur appareil à raclette, la perceuse, le vidéoprojecteur, le kit de sport, etc. etc., etc. On s'occupe de tout, comme on va voir sur la slide suivante. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter aux utilisateurs les mêmes avantages que la propriété, la garantie de trouver l'équipement que vous cherchez, la disponibilité 24/24, 7 jours sur 7, l'autonomie, l'ultra-proximité, le bon fonctionnement. Si on n'apporte pas ça, les gens achètent. J'achète, c'est normal. Donc on apporte ces avantages-là, et donc il n'y a plus que les avantages du partage, accès à plus d'équipements de meilleure qualité pour moins cher, sans avoir besoin de stocker, d'entretenir, réparer soi-même. Donc au sein d'un immeuble donné, on peut espérer embarquer 50, 60, 70, 80% des habitants qui ont un intérêt individuel. Ils ne le font pas pour l'environnement, ils ont un intérêt individuel. Sauf que la conséquence est positive pour l'environnement, la conséquence est positive d'un point de vue démocratisation de l'accès à des équipements de qualité pour tous, et on va y venir, la mise en place d'interactions sociales au sein de l'immeuble. Donc nous, hop, on s'occupe de tout, on achète le matériel, on achète les casiers, on met en service, on s'occupe des tournées d'inspection, on fait les réparations en remplacement, on gère les utilisateurs, on adapte les équipements en fonction de ce qui est utilisé en fonction de la saison. Donc vraiment pour le gestionnaire de lieu de vie, c'est clé en main, on va dire. Et sur la sécurisation, les casiers connectés permettent de savoir notamment qui s'en est servi quand, est-ce que l'appareil a été rendu, on peut saisir une caution si besoin. Là pour l'instant on a dépassé les 1500 locations et on a eu 0 souci. Donc il faut aussi sortir d'une logique de défiance perpétuelle dans cette société pour faire un peu confiance. On m'a dit que je ferais mieux d'aller faire ça en Suède ou en Allemagne. Pour l'instant, en France, on m'a encore rien chouré. Ça viendra un jour, mais ça ne va pas être un enjeu aussi important que le vélo qui est dehors ou la trottinette qui est dehors. Il y a cette notion de collectif qui est très importante. Et j'y viens parce que nous, on a intérêt à venir alimenter ce collectif. On embarque 60, 70, 80% des gens parce qu'ils ont un intérêt individuel. Ce sont des consommateurs, mais on a un embryon de collectif qu'on va pouvoir venir alimenter
nommer un ambassadeur, une ambassadrice, nommer un référent, référente, bricolage, divertissement, etc. Pour créer de l'interaction, plus les gens vont s'approprier le service, plus ils vont s'en servir, plus ils vont s'en servir de manière respectueuse, mieux c'est pour le service, et puis mieux c'est aussi pour la résidence, la collectivité. Et nous, on a idée de développer d'autres services à terme, comme des boîtes à dons et à tri d'ultra proximité. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai plein de piles d'ampoules qui traînent chez moi et j'ai juste la flemme de faire 500 mètres ou 1 km pour les amener à un supermarché. Donc si j'avais un casier juste en bas de chez moi pour les déposer, je le ferais. Et puis les biens en commun, on fait des tournées d'inspection, donc on pourrait les récupérer, les mettre à disposition des acteurs de revalorisation du territoire. Idem pour livres, etc., etc. On pourrait avoir des casiers pour permettre du partage entre voisins, en complément de la location. On pourrait avoir un forum qui permettrait des échanges, d'interactions et partage. Et puis pourquoi pas de la e-conciergerie. Même si on veut éviter la livraison de colis parce que ce serait paradoxal avec notre mission. On pense que c'est dans l'intérêt de tous, je risque de déborder. Les utilisateurs, on en a parlé. Les gestionnaires de lieu de vie, c'est un service qui va être utile, innovant, pratique, qui va permettre d'attirer, de fidéliser les résidents, les salariés, les collaborateurs, créer du lien entre les utilisateurs, on en a parlé, et puis s'impliquer dans la transition écologique. Ça ne se fera pas sans l'implication de tous, ça j'en suis convaincu. Donc notamment les gestionnaires de lieu de vie, c'est des acteurs très importants. Et puis pour la collectivité, si on arrive à le déployer largement, et c'est bien l'objectif, moi j'aimerais bien trouver un territoire pilote qui dise banco, allez, on déploie massivement sur les 10-15 prochaines années. Encore une fois, à l'instar de ce qui s'est passé avec le Vélib ou le Vélov, la maximisation de l'impact passera par un déploiement à large échelle sur un territoire impliquant les acteurs du territoire. J'y travaille sur Lyon, on est lyonnais à la base. Ça ne prend pas encore sur Lyon, donc s'il y a des acteurs parisiens qui ont envie de le faire sur Paris, voilà, on va damer le pion à Lyon. Mais l'idée, c'est de déployer largement dans les résidences, dans les centres commerciaux, dans les entreprises, dans les bibliothèques, pour que demain, vous ayez vraiment au pied de votre immeuble ce que vous utilisez à la semaine, au mois, dans votre centre commercial, dans votre bureau de poste, que vous allez utiliser tous les 6 mois ou 1 an. Et imaginez, aujourd'hui, on a un immeuble, 40 appartements, 40 aspirateurs qui passent 99% du temps dans un placard. Demain, on pourrait avoir 40 appartements, 5 aspirateurs éco-conçus, ça sur 20 équipements, ça sur 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 immeubles sur un territoire. Bon, on peut calculer l'impact qu'on aurait d'un point de vue CO2, mais aussi d'un point de vue économie de ressources, ça peut être énorme. Ça ne se fera pas tout seul, ça se fera par du partenariat avec notamment des gros acteurs et la collectivité. Le modèle économique, il est hybride. On demande aux gestionnaires du lieu de vie de financer l'installation des casiers et du matériel, soit paiement one-shot, ça c'est les promoteurs, soit on propose un abonnement sur 2, 3, 4 ou 5 ans pour lisser ce coût d'installation dans le temps. Mais ensuite, le gestionnaire n'a plus rien à payer. C'est l'utilisation qui couvre le service, qui couvre les coûts opérationnels. Aujourd'hui, on est sur la location à partir d'1 euro de l'heure, à partir de 5 euros la journée, et on va mettre en place un abonnement entre 10 et 15 euros par mois pour un accès illimité, un peu à la mode Netflix, Deezer, que ça rentre vraiment dans les habitudes des habitants. Où on en est, donc on a 4 déploiements, enfin on vient d'en faire 4 de plus, là ça commence à s'accélérer un peu, c'est cool. Les 1300 locations dont je vous ai parlé, tout se passe super bien pour l'instant. On déploie en cours sur le Crous de Grenoble et une résidence Villogia, donc les grands comptes dont on a besoin pour accélérer. On a des partenaires, comme vous voyez, qui sont de taille. On a notre application propriétaire et on a un premier family office qui rentre dans l'entreprise là, cet été. Donc l'objectif, c'est vraiment, on a tout ce qu'il faut maintenant pour commencer à accélérer. Ce qu'il nous faut, c'est 1, 2 ou 3 gestionnaires d'une certaine taille, un peu visionnaires, qui disent, allez banco, on arrête les pilotes, on va faire notre parc. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter pour qu'on en discute et qu'on en fasse la façon standard d'utiliser nos équipements du quotidien dans le monde d'après. Merci. Merci beaucoup. On a encore un petit temps de questions-réponses. Oui, bonjour, très intéressant. En revanche, vous avez montré le boulanger et les autres partenaires. Ce n'est pas leur intérêt de vendre qu'à vous et pas à 100 personnes, par exemple? Il faudra leur demander. En fait, pour moi, ça a été les plus rapides. J'ai commencé début 2020. Je suis allé voir la métropole, l'ADEME. C'était oui, c'est intéressant, vous revenez nous voir dans quelques temps, quoi. C'est toujours le cas. Et les premiers qui ont suivi au bout d'1 quart d'heure de présentation, c'était Seb Leroy Merlin Boulanger. En fait, ils sont tous à la recherche de nouveaux modèles. Ils testent des modèles de location en interne, mais pour l'instant, ça ne prend pas trop. Ils ont dû me voir arriver, dire ça ne coûte pas grand-chose de lui filer quelques appareils pour lui permettre de faire joujou. Et puis, si ça fonctionne, si jamais ça fonctionne, on est en pole position pour soit investir chez lui, soit lui vendre nos équipements, etc. Oui, effectivement, à terme, de toute façon, la sobriété va forcer... On pourrait se lancer dans un grand débat sur la sobriété. J'adore ça. Mais en tout cas, oui, si on arrive à mutualiser, demain, il y aura moins besoin de fournisseurs. Donc le premier qui aura la position sera gagnant d'une certaine manière. Le modèle économique idéal, pour moi, ce serait vraiment un business model joint où nous, on met à disposition la technologie, la logistique,
la gestion utilisateur. Seb, Boulanger Leroy Merlin mettent à disposition le matériel. C'est eux qui le remplacent, qui le réparent. On partage le chiffre d'affaires, mais c'est eux qui prennent le risque sur le matériel, ce qui va les inciter à éco-concevoir le matériel qu'on met dans les casiers. On n'y est pas encore, on leur en parle, mais on est encore un peu petit pour les intéresser là-dessus. Merci. Une dernière question? Je compléterai juste, alors dans ce cas-là, en disant qu'une des forces du modèle avec un intermédiaire comme nous, qui va gérer un service qui met à disposition du matériel, c'est qu'on peut travailler sur l'ensemble de la chaîne, l'amont, l'éco-conception, l'aval, la réparation, le remplacement, le recyclage, avec les acteurs du territoire. Contrairement à un système qui va juste permettre la mutualisation au milieu, ce qui est déjà très cool, mais on a vu en quoi c'était limitant et pourquoi les applications de partage entre voisins ne fonctionnaient pas. Donc là, on a un système qui devrait permettre de mutualiser à grande échelle, mais en plus de ça, on peut travailler l'amont, l'aval, pour que tout le secteur se durabilise. Je ne sais pas si ça existe, mais j'aime bien le terme. Voilà, au plaisir si vous avez d'autres questions à la fin de la session. Merci beaucoup. Merci d'avoir clôturé cette session. Je vous invite à clôturer aussi, vous, les questionnaires. Et puis, merci d'avoir répondu présent. On organise un petit cocktail qui aura lieu derrière. Donc, c'est l'occasion de continuer les échanges avec les 4 intervenants et aussi entre partenaires, entre visiteurs des assises. Donc, n'hésitez pas. On a essayé de vous montrer 4 solutions très différentes pour vous montrer aussi l'étendue des sujets sur lesquels nous, on travaille au quotidien, des sujets d'innovation très différents qui vont adresser finalement des métiers, des directions chez vous qui peuvent être différentes, mais qui ont tout le point commun d'être innovants et d'apporter une nouvelle brique à des enjeux qu'on entend très souvent. Donc on organise régulièrement ce genre de session. La prochaine sera au congrès HLM et qui sont bien sûr aussi pour nos partenaires, mais n'hésitez pas à venir en discuter avec nous si c'est des sujets qui vous intéressent et qui en tout cas ont attiré votre attention. Merci à tous.